C'est la grande question que soulève, d'après les joueurs, The Last of Us. À la fin duquel, Joel choisit de sauver des mains du groupe d'activistes nommé les Lucioles, Ellie, une ado de 14 ans immunisée au cordyceps, le parasite végétal responsable de la terrible pandémie qui a ravagé la civilisation humaine, contre lequel les Lucioles ont trouvé le moyen de synthétiser un vaccin. Petit problème, les racines de la souche du cordyceps étant logées profondément dans le cerveau de la jeune femme, la fabrication du vaccin nécessite le sacrifice de cette dernière. Et donc, la question se pose, Joel aurait-il dû laisser Ellie, sa fille adoptive à ce point du récit, se faire tuer afin que les Lucioles puissent essayer de fabriquer un vaccin qui immuniserait les derniers d'entre nous au cordyceps. Cordyceps que l'on peut attraper de deux manières, par les airs, en inspirant des spores, ou par le sang, en se faisant, par exemple, mordre par un infecté pour peu que l'on ait la chance de survivre à l'attaque dont a découlé cette morsure. Un vaccin donc qui préserverait les survivants d'une part des spores dont ils peuvent déjà se préserver à l'aide de masques, et d'autre part des morsures qui proviennent d'attaques dont on survit rarement. Mais un vaccin qui ne vaccinerait pas les survivants contre leur tendance à, comme on peut le voir tout au long du jeu, s'entre-dévorer, au propre comme au figuré, car le cordyceps n'est pas responsable de ces comportements extrêmes autodestructeurs, il n'en est que le catalyseur. Comportements extrêmes qui, à cause d'un vaccin ne pouvant très probablement pas être distribué à tous du fait d'une trop faible capacité de production, seraient encore exacerbés. Un vaccin qui ne pousserait pas les survivants à s'allier et se protéger mutuellement, car c'est un choix qui se prend indépendamment de son existence. Comme par exemple à Jackson, la ville dirigée par Maria et le frère de Joel, Tommy, dans laquelle les habitants ont fait le choix de s'allier et se protéger sans promesse d'un quelconque vaccin. Vaccin ou non, ceux qui s'entretuent continueraient à s'entretuer. Vaccin ou non, l'humanité qui s'autodétruit continuerait à s'autodétruire. Et comme le dit si bien Marlène, la chef des Lucioles, à la fin, lorsque Joel est en train de sauver Ellie, à quoi bon la sauver puisqu'elle finira forcément par se faire tuer, violer, ou les deux, dans l'ordre que tu veux. Argument auquel j'aurais envie de lui répondre, bah pourquoi vouloir sauver qui que ce soit tout court dans ce cas, vu qu'apparemment on finit forcément violer ou tuer ou les deux. Sans s'en rendre compte, elle admet elle-même qu'un vaccin n'empêcherait pas les immunisés d'être violés et ou tués, ou de violer et ou tuer. Sans oublier que la mise au point de ce vaccin n'est même pas garantie. Mais admettons. Admettons que le vaccin soit mis au point, comme on l'a vu, il ne sauverait pas l'humanité, il ne ferait qu'augmenter les chances de préserver du cordyceps les vies de ceux à qui on l'inoculerait. Dans ce cas-là, est-ce que ça vaudrait le coup de tuer une personne pour qu'il soit mis au point? Eh bien, pour répondre à cette question, transposons cette logique à notre réalité dans laquelle nous appliquerions ce principe de sacrifice. Selon ce principe, il serait donc logique de sacrifier une personne en bonne santé afin, par exemple, de transplanter ses organes en bon état à d'autres personnes en attente de transplantation. Ainsi, on pourrait sauver 2 personnes avec les reins, une personne avec le cœur, une pour chaque organe fonctionnel en somme. 10 personnes pour le prix d'une, ça vaut le coup quand on y pense. Alors oui, si on suit une logique purement statistique totalement dénuée d'humanité, mais on admettra que ce serait quand même dommage de sacrifier l'humanité sur l'autel du sauvetage de l'humanité. Dans la mesure où la survie d'Ellie impliquerait arbitrairement la mort du reste de l'espèce humaine et inversement, oui, c'est triste à dire, mais il serait plus sage de tuer Ellie, mais ce n'est pas le cas puisque sa survie n'implique pas la mort du reste de l'humanité, mais seulement une difficulté accrue de sa survie. Et là on pourrait me dire, ouais, mais une augmentation des chances de survie, c'est déjà ça de prix quand même. Alors, imaginez juste vivre dans un monde où on pourrait vous sacrifier vous ou l'un de vos proches pour le bien commun sans votre consentement ou le leur. Parce que oui, les Lucioles ne demandent pas son avis à Ellie avant de procéder. Et là, certains connaisseurs pourraient me dire, ouais, mais c'est ce que voudrait Ellie. Car oui, Ellie, au moment du récit où doit avoir lieu l'opération, veut mourir. Mais pourquoi? Parce qu'elle pense que le seul moyen de sauver l'humanité est la fabrication d'un vaccin, et que tant qu'elle gardera son immunité pour elle, l'humanité sera condamnée. Se croyant donc responsable de l'état déplorable dans lequel se trouve l'humanité, Ellie culpabilise. Alors, bien entendu, ce n'est pas vrai, elle n'est pas responsable de l'apparition du cordyceps, ni des conséquences directes ou indirectes qu'il a sur l'humanité, le vaccin ne stopperait pas l'autodestruction de l'humanité, la civilisation peut être reconstruite malgré le cordyceps, comme on peut le voir avec la ville de Jackson. Bref, quand bien même les Lucioles auraient demandé l'avis d'Ellie avant de procéder, ils n'auraient fait qu'utiliser son envie de suicide comme prétexte pour obtenir d'elle ce qu'ils voulaient. Cela n'aurait été qu'un abus de faiblesse sur une ado en détresse, ni plus, ni moins. Après, effectivement, Ellie serait parfaitement en droit de se sacrifier si elle prenait cette décision à un âge suffisamment avancé, vers 30-40 ans, pour avoir le recul nécessaire afin de la prendre en toute connaissance de cause, et ce, sans y avoir été influencée dès son plus jeune âge par un quelconque dogme qu'on lui aurait imposé ou par lequel on lui aurait fait comprendre qu'elle devait se sacrifier si elle voulait avoir accès à un quelconque paradis.
Mais bref, je dérive. Ellie aurait donc été en droit de se sacrifier, mais très certainement pas à 14 ans et ou en pleine dépression. Et là on pourrait me dire, ouais mais à la fin, Joël, il tue quand même plusieurs lucioles pour sauver Ellie, donc il tue plusieurs vies pour en sauver une. Alors, imaginez qu'on vous enlève un de vos proches pour le tuer afin de fabriquer un remède contre une maladie de laquelle on peut, en plus, déjà se prémunir. Vous feriez quoi à ceux qui vous l'ont pris et qui essayent de vous tuer pour vous empêcher de le récupérer? Les lucioles que tue Joël, et globalement les gens qu'il tue au cours du jeu pour se défendre à partir du moment où il est en charge d'Ellie, sont responsables de leur sort. Joël a parfaitement raison de faire ce qu'il fait à la fin de The Last of Us, de tous les points de vue possibles. Du point de vue contextuel, il ne fait que défendre sa vie et celle d'Ellie de gens qui y attentent. Du point de vue de la responsabilité, il prend la responsabilité d'empêcher Ellie de se suicider involontairement à cause d'une dépression qui n'est peut-être que passagère. Et enfin, du point de vue symbolique, sur lequel je vais devoir m'attarder un peu plus. Dans The Last of Us, même si ce n'est pas dit explicitement, la plupart des humains agissent selon ce qu'on appellera, par souci de clarté, le principe de préservation de l'un au prix du sacrifice de l'autre. Que ce soit Joël qui refuse d'aider une famille dans le besoin pour éviter de faire prendre des risques à sa famille, ou le militaire qui, suivant les ordres, abat la fille de Joël en tentant de les tuer par précaution, afin d'éviter une éventuelle propagation du parasite, ou la bande de voleurs qui tue des survivants pour s'emparer de leurs biens, ou encore la bande de cannibales qui chasse des humains pour survivre, et enfin les lucioles qui veulent sacrifier Ellie pour fabriquer un vaccin afin de permettre à d'autres d'augmenter leurs chances de survie. Pour perdurer, l'humanité doit s'émanciper de ce principe, car il est la cause de son autodestruction, le cordyceps n'étant qu'un catalyseur de cette autodestruction, car il ne la provoque pas, il ne fait que l'accélérer en exacerbant ce principe qui était déjà présent avant son apparition. Et The Last of Us nous montre cette émancipation à travers le personnage de Joël. Un personnage qui, ayant vu sa fille mourir de la main, non pas d'un infecté, mais d'un représentant de l'autorité humaine, a perdu tout espoir, non seulement en l'humanité, mais aussi en l'avenir, Joël symbolise une humanité qui se dirige inexorablement vers son autodestruction. À l'image de tous ces survivants qui, tout au long du récit, passent leur temps à s'entre-dévorer. Une humanité qui revient vers la lumière lorsque Joël décide de ne plus agir seulement pour préserver les siens sans considération pour les autres, mais pour sauver une personne qui n'est pas sa fille, mais qu'il a appris à considérer comme telle, Ellie. Et là on pourrait se dire, ouais mais au final ça change rien, car dans tous les cas on tue quelqu'un pour sauver quelqu'un d'autre. Et c'est en ça que The Last of Us est plus subtil qu'il n'y paraît, car il joue sur l'ambiguïté que lui confère le flou sémantique de la phrase « tuer pour sauver » afin de faire réfléchir le joueur spectateur. C'est pour cette raison que je fais la distinction claire entre deux significations possibles de cette phrase. La première, sacrifier l'un pour préserver l'autre, qui décrit le principe incarné par Joël durant les 2 premiers tiers du jeu, responsable de l'autodestruction de l'humanité. Et la deuxième, tuer pour défendre ou se défendre, qui décrit le principe incarné par Joël durant le dernier tiers du jeu, grâce auquel l'humanité peut perdurer. Et là, certains pourraient me dire, ouais mais à la fin, il tire sur Marlène alors qu'elle dépose les armes. C'est vrai, mais elle le fait dans le but de lui prendre Ellie, et s'il l'achève ensuite, c'est parce qu'elle a déjà essayé de la tuer, et il ne peut pas prendre le risque qu'elle recommence. Et là, on pourrait encore me rajouter, ouais mais le médecin à la fin, Joël pourrait l'épargner. Alors, c'est également vrai, mais dans le contexte de loi du plus fort imposée par les Lucioles, il est compréhensible que Joël réagisse de cette manière. On ne peut pas le juger, et d'ailleurs en réalité on ne peut juger personne, mais nous reviendrons sur ce sujet dans la vidéo consacrée à The Last of Us partie 2. Pour l'instant, terminons-en avec la partie 1. Joël, en se liant d'affection pour une fille qui n'est pas un membre de sa famille, mais qu'il a appris à considérer comme telle, renoue avec son humanité. Renoue avec l'humanité tout court. Grâce à ce lien avec Ellie, Joël a retrouvé foi en l'humanité et en l'avenir. En la sauvant, il a sauvé ce lien. Il représente donc l'espoir d'une possible rédemption pour l'espèce humaine, l'espoir d'un avenir pour l'humanité. Si Joël avait laissé tuer Ellie, la situation n'aurait pas évolué, le principe de préservation des uns au prix du sacrifice des autres serait toujours le paradigme de survie de l'espèce humaine, le statu quo aurait donc été maintenu, les humains, même si le vaccin avait permis une prolongation de leur durée de vie, auraient continué à s'entre-dévorer pour survivre. L'humanité aurait poursuivi son inexorable chute, l'humanité n'aurait pas été sauvée, elle aurait été définitivement condamnée. En tuant les Lucioles qui cherchent à le tuer pour l'empêcher de sauver Ellie, Joël détruit les derniers artefacts de ce principe de préservation des uns au prix du sacrifice des autres qui gangrène l'humanité dépeinte dans l'univers de The Last of Us partie 1. Joël, en sauvant Ellie, sauve l'humanité. Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est
Juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix.